et que nos deux premiers ministres du Burkina et du Mali avions tenté d'y donner corps. Donc vous êtes en train de vulgariser ce que nous avons lancé à la suite des chefs d'État. Je voudrais d'abord, au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui est en fait l'initiateur au Mali de ce grand regroupement, avec ses compagnons d'armes, le ministre de la Défense, le président du Conseil national de transition et les autres membres des forces armées maliennes. C'est l'armée globalement qui suit aujourd'hui le chemin tracé par les autorités politiques. Donc c'est en leur nom, au nom du gouvernement du Mali, que j'ai l'honneur de diriger, de l'ensemble des institutions de la transition, que je voudrais vous saluer. Vous saluer pour plusieurs raisons. D'abord votre courage physique, parce que marcher plus de 1800 km, ce n'est pas une mince affaire. Il faut de la conviction. Vous savez, les grandes œuvres se réalisent par des hommes de conviction. Parce que le chemin est très difficile. Parce que les pères fondateurs des pays africains, comme le voulaient les peuples, étaient tous pour une Afrique unie. Pour des raisons de calcul géopolitique et géostratégique, les différentes alliances n'ont pas eu lieu. Et celles qui se sont formées ont éclaté rapidement. Uniquement à cause des calculs souvent géopolitiques et géostratégiques. Sinon, les peuples ont toujours voulu être ensemble. Et c'est d'ailleurs sur l'impulsion des peuples que les premiers dirigeants africains ont essayé tous de faire des unions. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé parce que nous sommes les héritiers de tout ceci. Et ceux qui ont fait des erreurs et ceux qui ont fait quelque chose de positif. Notre rôle, votre rôle en tant que génération, c'est d'accomplir la mission que l'histoire vous a réservée. Chaque génération accomplit sa mission. Elle peut la réussir comme elle peut échouer. Nous devons travailler à faire ce que la génération réussisse. Que tous ceux qui ont passé, nous examinons de près pourquoi ils n'ont pas pu faire aboutir les objectifs édictés par les peuples. Quels étaient les jeux qui les ont empêchés de réussir? Il nous appartient d'examiner tout cela froidement pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Parce que comme je le dis, et ceux qui ont travaillé bien ou non, nous sommes les héritiers de tout ceci. Quand on prend un héritage, on prend tout. Et on trie là-dedans ce qui est bon pour continuer. Le mauvais, on le laisse. Parce qu'il n'y a pas de dirigeant qui passe son temps à ne faire que du bien. Il s'agit de tamiser dans ce qui a été fait. Qu'est-ce qui reste de positif, renforcé par les impulsions données par nos nouveaux chefs d'État pour donner corps à cette volonté des peuples. Vous savez, lorsque nos frères, je les appelle nos frères de la CEDEAO, sur impulsion, nous pensons, de forces extérieures, en pensant peut-être bien faire, avait estimé que la démocratie prime sur la liberté et la vie et qu'il fallait qu'on organise des élections en ignorant que des Maliens tombaient et mouraient par dizaines. Lorsque nos frères africains ont pris des sanctions que nous avons qualifiées d'illégales, d'inhumaines et illégitimes. Illégales parce qu'aucun texte, ni de l'UMOA, ni de la CEDEAO, ni de l'ONU, n'autorise un embargo contre un pays sans littoral. Les textes de la Banque centrale africaine sont très clairs à leur article 4. C'est interdit. La CEDEAO, c'est une organisation des peuples.
la convention de l'ONU sur les pays sans littoral, que le Mali a ratifié en 1987, interdit un embargo contre un pays sans littoral. C'est pour cela d'ailleurs que lorsque l'embargo a été porté à l'ONU, ça a été bloqué. Le Mali n'a pas été victime d'un embargo international parce que ça a été bloqué, parce que c'est illégal, parce que la Russie l'a bloqué, les autres amis du Mali l'ont bloqué. Lorsque cet embargo a été pris, vous savez, c'est au niveau des élites, mais les peuples ont refusé l'embargo. Le peuple burkinabé a refusé l'embargo sur les frontières terrestres. Les autres voisins du Mali, comme la Guinée, là c'est non seulement le peuple, mais le gouvernement ont refusé l'embargo. La Mauritanie, les peuples et le gouvernement ont refusé l'embargo. Les autres pays à l'embargo, les peuples n'ont pas voulu. C'est les dirigeants qui l'ont fait. Et c'est pour que là, nous avons considéré que c'était une bagarre passagère. Quand ils vont comprendre la réalité, ils vont se ressaisir. Parce qu'en vérité, il n'y avait pas de problème de démocratie dans certains pays. Et au Burkina Faso, il y avait un gouvernement élu. Il y avait une assemblée élue que tout le monde a accepté. Au Mali, c'était contesté légitimement, mais légalement, il y avait un gouvernement élu. En Guinée, il y avait un gouvernement élu. C'est la vie des citoyens, la façon de gouverner qui a poussé les autorités. C'est l'insécurité qui est à la base de la remise en cause de ce qu'on appelle les institutions républicaines. Lorsque un citoyen meurt par centaines, les villages entiers, des camps entiers sont rasés, est-ce qu'on veut venir leur parler de voter? Lorsque quelqu'un a faim, il meurt de faim, vous lui amenez un bulletin de vote, un billet de banque. Mais le billet de banque là, il sait que c'est votre travail, mais il n'a pas le choix. Il vote pour vous pour ne pas mourir. Ça, ce n'est pas la démocratie. Ce qu'on appelle les démocraties, à l'origine, aucun pays n'a fait voter tout le monde. C'était l'élite qui votait. Même la Grèce, d'où nous est venu le mot démocratie. C'est l'élite qui votait. Donc ceux qui savent pourquoi ils votent. Le suffrage universel, c'est un acquis du 20e siècle. Mais il a fallu d'abord instruire la population, lui donner à manger, la sécuriser, qu'elle comprenne, et elle impose les mécanismes démocratiques au gouvernement. Ce n'est pas d'en haut. Aucun pays dans l'histoire ne s'est démocratisé à partir de là-haut. Ceux qui nous l'enseignent, ils ont fait 200, 300 ans. Mais chez nous, on a ramené toute la démocratie à un processus électoral. Le processus électoral, c'est un élément de la démocratie. Il faut d'abord des hommes vivants. Celui qui ne vit pas, il meurt de faim. Il ne peut pas exercer tous ses droits. On l'affame et on lui retire ses droits qui sont détenus par une oligarchie plutocratique souvent. Et le peuple n'a pas le choix. S'il se révolte, on le mate. Donc, la réalité, c'est que dans nos peuples, le processus démocratique, il s'impose au fur et à mesure. Vous savez, un jour, en discutant avec notre président, avec lequel je fais au moins 1 heure chaque semaine, sinon plus, quand les questions sont importantes. En tout cas, on ne peut pas passer une semaine sans discuter de tout. Il m'a dit un jour, vous savez, monsieur le Premier ministre, un jour viendra au Mali. Même si on va demander à quelqu'un d'être responsable, il va refuser. Parce que les Maliens n'accepteront plus que quelqu'un s'installe et il fait ce qu'il veut. Parce qu'il y a des milliers aujourd'hui de citoyens qui sont chassés de leurs terres, de leur logement, par quelqu'un qui a de l'argent, qui prend les lois, il les manipule à sa guise, les gens n'ont que leurs yeux pour pleurer. Et notre gouvernement se trouve dans une situation souvent où il y a un peuple insurgé qui veut du nouveau. Mais comme souvent les lois n'ont pas changé et les juges sont chargés d'appliquer les lois, le gouvernement au milieu avec les anciennes lois, les juges qui n'appliquaient les lois, et les riches, et l'oligarchie qui a installé un système, et le peuple
Le gouvernement est obligé de s'assumer souvent. On ne le comprend pas. Certains sont contre, mais nous disons que dans un pays, si on veut faire avancer le pays, choisissons ce qui est bon pour le peuple. On peut se tromper. Ceux qui viendront après nous auront la capacité d'analyser pourquoi telle chose n'a pas marché. Par exemple, les pères fondateurs, moi je pense que beaucoup ont voulu bien faire. Ils n'ont pas pu parce que le rapport des forces était inégal. Ce n'est pas leur faveur. Certains ont choisi des voies on a saboté leur régime. D'autres, pour ne pas être sabotés, ont choisi des voies obliques pour subsister. D'autres ont été influencés de l'extérieur. Ce qu'il faut pour nos nouveaux dirigeants, c'est d'inclure tout cela et faire des choix et avec votre soutien. Ce qui est sûr, ceux qui sont contre les pays africains, ils n'ont pas peur des dirigeants. Les dirigeants, c'est très facile, on sabote leur régime. Le même peuple qui les applaudit hier se révolte contre eux, ou bien on les élimine physiquement. Mais ils ont peur des peuples. Et mobiliser les peuples pour imposer la démocratie et de ceux qui viennent de l'extérieur, les donneurs de leçons, et ceux qui sont les proconsuls qui sont installés souvent dans nos pays, qu'on fait élire, entre guillemets, souvent, avec moins de 10% et qui s'imposent à la majorité. Récemment, il y a un ambassadeur qui m'a parlé de son pays, comment ils ont résolu les questions difficiles chez eux, la sécurité alimentaire et la technologie. Il a dit que le paradoxe, c'est que ce jeu, c'est un homme qui n'était pas considéré comme démocrate, qui a résolu la question de la sécurité alimentaire en 5 ans. Après, ils ont passé au développement de la technologie. Quand il a fini, j'ai dit, Excellence, vous gênez, ce n'est pas un paradoxe. Les pays qui vous enseignent cela, dites-moi, quel est celui qui s'est développé à partir d'élections? Beaucoup de pays se sont bâtis leur richesse de base sur le crime contre les Noirs. Ils se sont enrichis d'abord. Après, ils ont démocratisé leur pays au fur et à mesure. Donc, ce que je voudrais vous dire, pour vous saluer avant de partir, parce que j'ai un agenda très chargé, c'est de continuer. Il y aura des difficultés. Les hommes de conviction ne reculent pas devant les difficultés. Quand ils sont bons, ils s'interrogent et ils avancent en marche forcée. C'est les hommes qui font l'histoire des peuples. L'important qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a une jeunesse active, nombreuse, qui n'est plus d'accord avec l'ordre ancien. Et l'ordre ancien ne peut plus gouverner les peuples. C'est ce qu'on a appelé sous d'autres cieux au XIXe siècle une situation révolutionnaire. Lorsque les dirigeants ne peuvent plus diriger comme par le passé, les peuples ne veulent plus être dirigés comme par le passé. Il faut du nouveau. Mais ce nouveau, c'est des hommes qui conduisent les peuples. C'est ce que nos dirigeants font aujourd'hui. Donc pour qu'ils soient sûrs, qu'ils soient rassurés, il faut que le peuple soit derrière eux. Assimi Goïta est fort aujourd'hui du soutien du peuple. Il était là il y a 3 ans, le Mali était là 3 ans, les mêmes militaires, les mêmes hommes, les budgets plus que ça parce qu'il y avait l'extérieur. Mais en peu de temps, l'armée a restitué au peuple malien sa souveraineté. Parce qu'il y avait un moment où on ne pouvait pas survoler certaines parties du territoire national. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a des Maliens à lesquels on ne peut pas s'adresser. Parce que les agresseurs, on les tue, on ne peut pas aller chez eux. Ça, c'est terminé aujourd'hui. Et j'ai dit aux militaires qu'ils ont restitué la souveraineté des peuples africains. Mais ils ont surtout donné confiance. Et quand un peuple a confiance, rien ne lui est impossible. Gardez confiance en votre ligne. Aidez les dirigeants. Et ils ont montré le chemin. Mais pour aller au bout, c'est les peuples. Eux, ils sont des précurseurs. Ils feront des erreurs. Critiquez-les, mais avancez. Au Mali, nous disons les forces du changement. Ceux qui veulent que la transition réussisse. Il y en a avec lesquels on n'est pas d'accord souvent. Mais pour l'essentiel, la contradiction principale, comme je l'appelle, pour faire avancer, on est d'accord sur ça.
Mais il y en a qui disent qu'ils soutiennent la transition, mais c'est du bout des lèvres, on n'est pas dupe. Il y a beaucoup qui font des groupes de pression. La transition, il y en a qui disent même, mais si la mort vient là, il n'y a personne. Hein.